Bienvenue dans les podcasts Euthéna, à la découverte d'auteurs et d'artistes talentueux qui vous parlent de leur création sous des angles inédits que vous ne retrouverez pas ailleurs. Aujourd'hui, notre émission Trajectoire d'un livre se propose de remonter aux origines d'un texte écrit par Marjorie Bellem et intitulé « Une femme au pas sage ». Salut Marjorie. Salut Diane. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu si rapidement à mon invitation pour l'enregistrement de cet épisode de podcast pour les éditions Maya. Mais avec plaisir. Voilà. Alors moi, j'adore raconter des histoires et puis je trouve que celle-là, elle est quand même vraiment chouette parce que les éditions Maya m'ont demandé de faire un enregistrement à distance pour te tendre le micro et qu'on puisse entendre ton histoire et ton parcours et tout ce qui concerne ton livre. Et quand ils m'ont donné tes coordonnées, je me suis rendu compte que tu habitais à 1 heure de chez moi. Le monde est petit. Le monde est tout petit. Donc, on est installé confortablement, fraîchement, au bord du lac de Morat, qui se trouve à mi-distance entre nos deux lieux d'habitation. Alors, je suis absolument ravie d'avoir cet échange avec toi. Où le thème de cet épisode, ça va être la trajectoire de ton livre, d'un de tes livres en fait, parce que tu en as écrit 3 quand même. Oui. Mais là, on va parler du deuxième de tes livres, qui est... Une femme au passage. Voilà. Alors, j'aimerais bien t'entendre sur comment tu as tout d'un coup eu l'idée d'écrire ce livre et c'est quoi le titre? Qu'est-ce que ça veut dire, une femme au passage? Tout un sujet. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que tu écrives ce livre-là? Ma profession de sage-femme, pour commencer. D'accord. J'ai beaucoup appris sur la naissance. J'ai déconstruit plein de savoirs et de connaissances que j'avais acquis au fil de mon apprentissage en tant qu'étudiante sage-femme, puis comme sage-femme hospitalière. Et puis le jour où j'ai décidé de sortir et d'aller voir comment se passaient les naissances à la maison, j'ai découvert un autre monde, des naissances différentes. Et cette haute compréhension, j'avais envie de la transmettre parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et j'ai aussi expérimenté les naissances avec mes propres enfants parce que j'en ai 7. Tu en as 7. Oui. Donc j'ai Félicitations, tu as testé sur toi. Oui. Parce qu'on ne peut pas mieux parler de ce qu'on a vécu. Enfin, c'est la meilleure façon de parler de ses expériences. On parle avec ses tripes quand on parle de nous. Oui. Ouais. Donc c'est un mélange, le livre, c'est un mélange de ta propre expérience de maman et de sage-femme. Oui. Un mélange de ça. Oui. J'ai un peu oublié, mais j'avais envie de mentionner une phrase de Platon que tu écris dans l'introduction de ton livre, parce que ça m'a beaucoup inspirée et j'ai compris en lisant ça qu'on était en tout cas sur la même longueur d'onde. Et puisqu'on va venir au travers de ton livre sur un sujet qui est en effet peu connu ou qui est peut-être aussi controversée. Alors je trouve que cette introduction, elle est magnifique. Je vais la lire pour tout le monde. Avant de songer à réformer le monde, à faire des révolutions, à méditer de nouvelles constitutions, à établir un ordre nouveau, descendez d'abord dans votre cœur. Faites-y régner l'ordre, l'harmonie, la paix. Ensuite seulement, cherchez autour de vous des âmes qui vous ressemblent et passez à l'action. Et donc, je pense que nos âmes se ressemblent et on passe maintenant à l'action. Donc, sur ce thème qui te touche à maints égards, j'aimerais peut-être que tu expliques, c'est quoi pour toi la grossesse physiologique? Ou c'est quoi la différence entre, comme tu dis, entre être une sage-femme hospitalière et une sage-femme accoucheuse à la maison? C'est beaucoup dans agir par mécanisme, par peur, par protocole, ça c'est le côté plutôt hospitalier et médical, ou agir avec recul, après avoir observé, et puis juste pour accompagner et non faire à la place. Ça peut être une des différences. La physiologie est un mot qu'on utilise finalement peu ou qu'on utilise mal, parce que c'est vraiment le mécanisme du corps sans qu'on le perturbe. Et le corps est très bien fait. L'accouchement, par exemple, c'est tout un processus hormonal qui est réglé comme une horloge. Et si on n'intervient pas, eh bien, tout se passe très naturellement, et ça depuis des milliers et des milliers d'années. On l'oublie. Et aujourd'hui, eh bien, par peur beaucoup, et par besoin de contrôle, eh bien, on est tout le temps en train d'intervenir pour les au cas où, et on casse ce processus de physiologie qui du coup n'existe plus du tout en fait. Du moment qu'une femme se trouve à l'hôpital,
elle a très 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 peu de chances d'être dans un processus physiologique. Même si elle accouche sans péridurale, même si elle accouche ce qu'on va dire naturellement, la physiologie pure de l'accouchement n'aura pas été respectée parce qu'elle n'est pas dans son environnement naturel, parce qu'elle a été interrompue au niveau de toutes ses sensations, que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit olfactif, tout est perturbé au fait. Et ça a une grande importance. Et on ne le sait pas. Et si on revient à ton livre et ce processus d'écriture, comment tu as eu l'idée de l'écrire ce livre en fonction par rapport à ton expérience de vie personnelle et professionnelle, et qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu dises maintenant c'est le moment, j'écris, je témoigne? Déjà je ne savais pas trop comment m'y prendre, donc j'ai commencé à écrire des bouts sur la naissance, et le déclic a été l'envie, après la naissance de mon 7e enfant, de raconter leur naissance à chacun, ce que je n'avais pas fait pour aucun d'eux. Et ça a été une belle porte d'entrée pour moi de parler de la naissance, des naissances, et en même temps de raconter les naissances de mes propres enfants. Et parce qu'il y a aussi tout un parcours, au fait, mon premier enfant, il y a 20 ans, il est né à l'hôpital parce que je travaille à l'hôpital. Donc j'ai vraiment... les naissances de mes enfants ont suivi mon parcours de vie et inversement, en fait. On a chacun permis à l'autre de grandir d'une certaine manière. D'accord. Donc tu as pris un à un Oui. tes grossesses, accouchements, et en parallèle de ton vécu, tu donnes un éclairage sur comment tu estimes que ça serait... qu'est-ce qui est plus juste pour toi comme accompagnement pour les femmes enceintes? Disons que rien qu'en racontant la première naissance, donc qui était vraiment hospitalière, médicalisée, selon mes propres croyances et mes propres peurs aussi, c'était mon lieu sécuritaire pour moi, l'hôpital, puisque j'y travaillais. Eh bien, en écrivant, j'ai eu le recul nécessaire pour avoir un peu cette vision de comment moi j'ai traversé les choses. J'ai essayé de le raconter avec beaucoup de vulnérabilité, sans critiquer ma façon de faire sur le moment, mais simplement en voyant en fait les failles et pourquoi. En fait, j'ai compris au fait mes choix et là où ça m'a mené, avec beaucoup de douceur finalement. J'étais pas fâchée après ce qui s'était passé, alors que ce n'est plus du tout mon idéal aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'était juste pour moi. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Parce qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. C'est juste des façons différentes de faire, avec qui on est et avec ce qu'on nous propose sur nos moments, nos peurs, nos croyances. Donc au fil des récits, il y a vraiment plein de prismes différents sur la naissance. D'accord, c'est drôle parce qu'on est en train de parler de tout ça, puis il y a le vent qui... donc on est dehors dans le froid, hein. Il y a de plus en plus de vent, je ne sais pas s'il y a un message au niveau qu'on veut bousculer quelque chose ou je ne sais quoi. Oui, c'est intéressant. Excusez-moi, j'ai donné pendant de nombreuses années des cours de gym sur les ballons pour les femmes enceintes. Et puis, j'ai eu énormément de mamans qui ont accouché en milieu hospitalier, par exemple, pour un premier enfant, et puis qui ont fait plein de prises de conscience après cette première naissance et qui ont souhaité accoucher du deuxième, peut-être en maison de naissance ou à la maison. C'était quand même moins de dames, mais à force, ça venait aussi des dames ou des couples qui souhaitaient accueillir leur enfant à la maison. Mais c'est quand même assez triste quelque part qu'il faut d'abord passer par une expérience parce qu'on ne sait pas et c'est juste une autoroute qu'on est enceinte, on appelle un gynécologue, on suit tout le processus, on arrive forcément à l'hôpital pour accoucher. On n'est pas tellement en conscience pour la majorité des jeunes parents, on suit le mouvement. Et si on veut faire autrement, alors là ça se complique quand même un peu. Oui. Déjà, il faut avoir l'idée de faire autrement. Pour les familles que j'ai accompagnées, très souvent, c'était, pas pour tous, mais pour la majorité quand même, soit une histoire de vie où leur propre mère avait enfanté à la maison, ou alors dans leur famille ou dans des amis. En fait, bref, c'est quelque chose dont ils avaient déjà entendu parler. Et puis, il y a les autres qui ont juste un parcours de vie qui fait qu'ils se posent des questions, qu'ils cherchent à être plus autonomes, qui prennent pas tout ce qu'on leur dit pour la vérité pure. Et sur ce chemin-là, ça les guide sur plutôt enfanter à la maison avec moins d'intervention possible. Et puis, si on revient donc au processus d'écriture, encore une fois, du livre, donc tu commences, tu cites une à une les naissances de tes enfants. Et est-ce que c'est quoi peut-être les blocages ou les difficultés que tu rencontres en posant tout ça sur papier?
Alors j'ai fait le choix pour chaque événement particulier dans le processus de naissance de me rapporter à des écrits scientifiques ou alors d'autres auteurs sur la naissance pour mettre une approche extérieure qui n'est pas que la mienne. Tu cites régulièrement, j'ai vu Michel Oui, Audin, par particulièrement exemple. parce que je pense que lui c'est une référence en la matière. Absolument. Peut-être tu peux nous en dire plus sur Michel Audin? Oui, c'est un médecin gynécologue français qui a aujourd'hui 93 ans, qui est toujours de ce monde avec une tête toujours aussi claire. On va peut-être traduire pour nos amis français. Oui. L'âge de Michel Audin. Oui. 93 ans, donc. Ça le rajeunit pas pour autant. Non. Et lui, en fait, il s'est intéressé à la naissance justement physiologique. Il l'a décrit très bien. Il l'a expérimenté aussi avec son accompagnement. Il a utilisé aussi la science en faisant beaucoup d'études. Donc, de ce côté-là, il est incollable. Par contre, il est complètement pas du tout écouté. Mais il est passionnant en fait. Et je pense qu'il a un regard très pertinent aujourd'hui sur la naissance. Et il pose une question qui est absolument primordiale, qui dit est-ce que la naissance d'aujourd'hui survivra l'humanité survivra-t-elle à la naissance d'aujourd'hui? Parce que notre capacité à enfanter est grandement mise à l'épreuve. Et donc pour toi, c'était important d'avoir dans ton livre une référence d'un scientifique, d'un professionnel pour soutenir tes propos en fait. Je me demande si c'est pour moi ou si c'est plus pour... oui, c'est pour me rassurer peut-être, mais c'est pour montrer que je ne sors pas totalement des clous, que j'ai aussi des références qui sont plutôt solides. Parce que dès qu'on sort du cadre, on est vite classé de perché ou d'ésotérique ou de fou dangereux, alors qu'il y a une science qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est tout à fait aussi valable avec d'autres arguments. Oui. D'accord, c'est puissant quand même de dire est-ce que l'humanité va survivre Tout le monde s'en contrefiche, mais c'est assez impressionnant. Mais c'est fort comme message. On peut comprendre que vu comment les naissances sont organisées aujourd'hui, on peut comprendre que Michel Audin il n'est pas très écouté en fait. Mais parce que c'est quand même un message assez fort. Mais en fait, finalement, je dirais presque, peu importe qu'on l'écoute ou pas, la réalité, elle est vraiment là. Il y a sur Terre, aujourd'hui, on prend en référence l'Occident, parce qu'on a l'impression que c'est le centre du monde, mais on détale quand même sur le reste de l'humanité grandement, même sur des peuples qui sont très éloignés. Et il y a de moins en moins de femmes qui enfantent sous l'effet de leurs propres hormones, par exemple. Et on sait que génétiquement, ça modifie ce qu'on transmet à nos enfants et la capacité d'enfanter sous l'effet de nos propres hormones et naturellement est vraiment mis à mal en ce moment. En Suisse, il y a une femme sur 3 qui accouche par césarienne. Suite à provocation. Suite à plein de choses, mais provocation, oui, parce que je crois que c'est 60% de provocation. Donc, on intervient tout le temps, alors sous prétexte de nous mettre en sécurité. Mais Voilà, oui, tu dis par exemple, dis-moi en plus là sur la date du terme qui est gravée dans le marbre. Oui. Sauf si elle tombe un week-end. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais oui, mais c'est quoi l'histoire de la date du terme? Dès le début de la grossesse, on va voir son gynécologue qui va faire une échographie et qui va définir le terme de la grossesse. Alors que la femme, parfois, même souvent, connaît la date de ses dernières règles, qu'elle connaît son cycle. Ce n'est pas le cas de toutes, mais il y en a qui savent très bien. Mais la machine, la technologie fera foi avant la femme. Et une fois que la date elle est écrite, elle est écrite. Comme si on était des machines d'ailleurs, c'est vrai. Et alors ce qui est assez étonnant, c'est que d'un endroit à un autre, d'un canton à un autre, puisque là on est en Suisse, ou peut-être d'un département à l'autre, en France c'est peut-être pareil, je ne sais pas, mais c'est pas pareil. Les jours de grossesse ne sont pas calculés de la même manière. Ça varie un peu. Alors, plutôt de pays en Suisse, on a quand même un terme qui est calculé sur 40 semaines par exemple. Et en France, ça sera 41. D'accord. Ça ne change pas le temps de grossesse, ça change peut-être les démarches après. Au final, on arrive à peu près à la même chose. D'accord, mais enfin, la date du terme, elle est gravée. Oui. Et puis à partir de là, il y a plein de conséquences qui sont posées parce que, par exemple, on va dire on a dépassé le terme de tant de jours, il faut provoquer. Alors que peut-être tout va bien. C'est toujours la machine qui prime sur le ressenti et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, au fait. Parce que les femmes vont du coup se fier que à ce qui va être dit de l'extérieur sans se fier à ce qui se passe à l'intérieur aussi. D'accord. Et en quoi c'est
je fais un peu l'avocat du diable parce Oui. qu'on a complètement les mêmes idées, hein, mais comme on est quand même une minorité avec nos idées, en quoi c'est grave pour l'humanité que la femme ne soit pas connectée à son ressenti? Le bébé va arriver, il va être choyé, il va être aimé. Mhm. Tu Je peux sais pas. peut-être. Alors, il y a deux façons. On peut trouver ça normal, comme une suite logique de l'humanité. Mhm. Et puis, on peut trouver ça aussi complètement anti-humain et plutôt mécanique. Mhm. Si on parle de la naissance, qui est un processus hormonal, l'hormone maîtresse, c'est l'ocytocine, qui est cette Mhm. hormone de l'amour. Elle est valable dans plein d'autres domaines de nos vies, hein, elle est présente. Mais au moment de la naissance, c'est là qu'il y a un grand pic d'ocytocine. Mhm. Si elle n'est pas perturbée, si elle n'est pas administrée par voie intraveineuse, une hormone de synthèse. Donc Mhm. si toutes ces conditions-là sont réunies, il y a un pic d'ocytocine qui a lieu au moment de la naissance du bébé. C'est le plus grand pic d'ocytocine que la femme aura de toute sa vie. Et c'est aussi le pic que le bébé aura. Et ça aide au lien maman-bébé, qui n'est pas anodin. Et puis, ça a des conséquences sur toute la suite, au fait, donc sur les liens d'attachement, mais sur... aujourd'hui, on parle beaucoup de la dépression postnatale, ou juste du baby blues, on va dire, mais on ne la met pas en lien avec la façon de naître. Il y a tout ce qui concerne aussi des liens entre la manière de mettre les enfants au monde et certaines maladies qui sont de plus en plus présentes. On parle d'autisme, Mhm. de TDA, de Mhm. toutes sortes de maladies dont nos enfants souffrent de Mhm. plus en plus. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la naissance et ce genre de Alors, symptômes c'est ou de probablement maladies? multifactoriel. Je veux dire, on vit dans un monde qui merdouille un peu favorise, de qui partout. merdouille de partout. Et on a dit tout à l'heure hors antenne, et on marche sur la tête sur tous les sujets. Voilà. Ok, là on reste sur, Mais sur un alors, sujet. si on veut, par exemple, il y a le système immunitaire qui se construit aussi dès la naissance. Et un enfant qui naît par voie basse ou par voie haute, donc la voie haute c'est la césarienne, n'a pas le même contact avec tout le système bactérien de sa maman qui justement construit le système immunitaire du bébé. Sans compter le nombre de fois où la femme va recevoir des antibiotiques en prévention. Et puis, quand c'est à l'hôpital, par exemple, l'enfant, il ne naît pas dans son milieu naturel avec les bactéries naturelles, au fait. Un enfant qui naît à la maison, c'est son univers. Un accouchement n'est jamais stérile. À l'hôpital, on va faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Évidemment, on ne veut pas transmettre de mauvaises bactéries, mais à la maison, en fait, c'est dans l'environnement naturel. Donc l'enfant, il est directement contaminé, mais dans le bon sens du terme, Mhm. par des bonnes bactéries et ça crée un système immunitaire qui est plutôt bon. Là, on intervient déjà énormément, rien qu'en étant à l'hôpital, sans Oui. compter les antibiotiques après. Oui. Et ça a forcément un impact sur la suite. Alors, je ne suis pas catégorique pour dire que l'un provoque l'autre, mais ça fait partie des Mhm. multiples facteurs qui ne sont pas tellement bénéfiques. Et je crois qu'on sous-estime beaucoup aussi tous les problèmes d'infection et Oui. de problèmes qui sont liés au fait d'avoir accouché en milieu hospitalier. On Ben, croit que c'est la sécurité extrême, puis en fait, c'est pas le cas. On a toujours l'impression de faire le mieux, au fait. On a tout fait. Quand on est à l'hôpital, c'est qu'on a tout fait juste. Donc, toutes les conséquences, elles ne sont pas importantes, puisque c'est le mieux qu'on ait pu faire. C'est assez pervers comme façon de penser, finalement. Ouais. On me dit toujours, mais quand un couple va accoucher à la maison, ils ont à peu près pesé les conséquences. Et puis, je dis oui, effectivement, ils ont réfléchi à ce que ça impliquait. Ils se sont posés plein de questions. Et l'inverse. Quand vous allez à l'hôpital, vous posez Posez quoi des comme question? Aucune. Aucune. Oui, Vous parce vous que c'est remettez corps et c'est âme. l'autoroute. Ouais, Voilà. ouais. On perd notre pouvoir de décision, C'est notre ça. autonomie, On est notre sens soumis, des ouais. responsabilités. Et même si tout d'un coup on a envie de faire autrement ou de poser une question, on est tellement dans le système qu'on ne Ouais. peut pas C'est faire difficile. Hein. autrement que le protocole impose. Mhm. Zut, quoi, franchement. On est comme dans une machine qu'on ne peut pas arrêter. Mhm. Et c'est les protocoles qui vont tout décider, en fait, à partir du C'est moment... des choix, c'est des choix, toujours. Mhm. On a le choix d'être informé, on a le choix de ne pas s'informer, on a le choix de décider, on a le choix d'accepter ce qu'on nous propose. Finalement, c'est des choix. En fait, il faut juste être conscient de ça. Il y a Oui. pas... C'est des choix. Par contre, si on met le pied dans la direction d'un accouchement hospitalier, là, les choix deviennent limités, en fait.
à partir Oui, du mais moment on où a on est fait le choix rentré. d'aller là. Voilà, on a fait absolument. Ça, c'est Oui, le choix qu'on a fait, mais oui, effectivement, après, il y a tout plus à de porte fait. de sortie, quoi. Non, C'est, c'est compliqué. ouais, Ouais, si tu veux quelque chose un peu hybride ou ouais, entre deux, ouais. là, tu es sous l'emprise des protocoles Oui. imposés, quoi. Mais si tu fais le choix de ne pas y aller et d'être plutôt autonome et d'être à la maison, c'est pas simple non plus. Ça Mhm. implique d'avoir une posture assez claire parce que tout l'environnement ne va pas manquer de dire mais t'es sûr, Ouais, mais c'est ça. Ah oui, il y a une la peur pression. Ah, il y a une elle est pression énorme en énorme, fait. Ouais, énorme. Et tu te rends ouais, compte, s'il arrive quelque chose, c'est tu t'en ça. remettras jamais. Ah oui, non, mais la pression, elle est Ouais, juste énorme. Il faut vraiment être ouais. très, très sûr de Et puis ses après, ben, convictions. Et c'est aussi pour beaucoup de couples, en tout cas que j'ai accompagnés, ben, ils font le choix d'accoucher à la maison, mais avec quand même un suivi médical parfois, ou en partie. Mhm. Et ce petit pied-là est déjà bien compliqué parce que Ah oui, ouais, on fait beaucoup pour essayer de culpabiliser ah ou oui, à bien de fond, faire ouais. peur. Et je trouve que c'est pas très juste. Non, non. Alors, j'ai vraiment vécu ça et c'est vrai que c'est compliqué de trouver Ouais, la bonne formule et de pouvoir vraiment suivre son cœur sur ce ouais, domaine-là où justement ça serait magique de pouvoir avoir, comme tu dis, des formules un peu hybrides comme ça où oui, ben, c'est de moins en c'est- moins possible au fait. ouais, ouais. Tout ça Et parce qu'on a peur de la mort au fait. C'est un sujet dont je parle aussi dans mon livre. du livre, Ouais, ouais. d'accord. C'est pour tout ce qui s'est mis en place et tous ces protocoles et tout, c'est pour pas, pas que qu'il y ait pas parce Ben, qu'on a peur de la mort. On on- a peur qu'un bébé c'est meure. ce qui guide nos vies en général dans Mhm. cette société, c'est Ouais. notre peur de la mort qui nous rend aveugles absolument à tout. Et pourtant, cette mort, elle est là, Mhm. elle ne disparaît pas. Oui. Et puis, on va tous y faire face. Et du moment qu'on est en vie, on va mourir et on l'oublie. Et tous ces protocoles, oui, entre autres, ils sont là pour éviter la mort. Ouais. Parce que c'est pas Qui, acceptable. C'est pas acceptable de nos non, jours de. surtout pas à la naissance. Bah, surtout pas à la naissance, Ouais, ouais. ouais. Et pourtant, moi, bon, j'étais quand même assez longtemps impliquée dans la périnatalité. Et j'étais choquée, en effet, du nombre de bébés qui meurent Mhm. à la naissance ou juste à terme. Enfin, juste. Mhm. Et bah oui, mais ça fait partie. En Ouais, effet, c'est quoi? C'est des âmes qui ont décidé de faire un très court parcours. ouais. C'est parce qu'il n'y a pas de faute médicale. Sauf que si ça se passe en milieu hospitalier, on n'entend rien parler. Mhm. Mais si ça se passe en dehors, alors là, Mhm. Il y a toujours une erreur quelque part. ah là, c'est un Il faut drame. des coupables. Ouais. Ça, c'est Ouais. quelque chose que tu mentionnes dans ton livre? Un peu, oui. Oui. Mhm. Mais vraiment, c'est notre rapport à la mort. Et c'est vrai que je me suis intéressée du coup à l'univers de la mort. De quel angle tu t'intéresses à l'univers de la mort? Ah, je suis allée m'y confronter directement, d'aller faire des toilettes mortuaires pour comprendre aussi que devient un corps. Donc là, sur des personnes qui meurent à l'âge de mourir. Enfin, Bon, pas forcément sur des bébés. pas Enfin, forcément sur du bébé, mais aussi. juste la Ouais, mort. ouais, aussi. Mhm. Euh, c'est vraiment de comprendre déjà aussi le processus de la mort. Je suis aussi allée en maison de soins palliatifs pour percevoir au fait qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les enjeux, et pour comprendre qu'au fait c'est le même sujet que la naissance. Les questions sont les mêmes, notre peur de souffrir. Pour la naissance, on va prendre des péridurales systématiques. Ben, pour la mort, on va mettre une sédation qui devient de plus en plus systématique et de plus en plus exigée. Les conséquences, ben voilà. On attache peu d'importance à ça, en fait. Mais on a peur de voir souffrir, on a peur... on ne connaît plus. Et c'est peut-être le lien que je peux faire avec la naissance aussi. C'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça veut dire moins de 100 ans quand même. C'est pas loin. Hein. On essaie et on mourait à la maison. Ce qui veut dire que depuis tout petit, on était confronté à ce moment-là, en fait. Sans être l'image que tout le monde a probablement en tête du petit de 3 ans qui est face à sa mère qui est en train d'accoucher, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Mais il est dans la même maison, en fait. Il entend les bruits, il ressent les énergies, il voit les personnes, comment elles s'activent, il sent les odeurs, parce qu'il y a des odeurs à la naissance. Bah, pour la mort, c'est pareil. Quand les grands-parents mouraient à la maison, les enfants, ils étaient dans les parages. Ils voyaient les adultes qui passaient dans la maison, ils les voyaient par exemple fermer des volets, pourquoi pas, allumer une bougie. Ils sentaient les odeurs, la mort a une odeur aussi. Et tout ça, aujourd'hui, on en est coupé totalement. On D'accord. délègue ça à des professionnels. Et du coup, on en a encore plus peur parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et donc,
toi, tu savais, c'est ça que tu voulais partager Oui. dans ton livre, c'était Oui. de témoigner. Et encore une fois, je vais faire l'avocat du diable, mais il est où le problème? C'est vrai que si on peut éviter à un enfant de voir son père mourir à la maison, mais dans le fond... C'est pour le protéger de quoi, au fait? Bah, vu qu'on mais en est même dans temps, une société où on passe notre temps à aller chez le psy ou d'aller faire du travail sur soi ou je ne sais quoi pour comprendre tous les traumatismes qu'on a eu dans l'enfance, on peut peut-être commencer par là, au fait. Juste avoir un rapport sain avec la naissance et la mort, mhm. puis arrêter de vouloir protéger de on ne sait Pro- quoi Oui, les enfants qui ont une capacité de compréhension qui est à d'autres niveaux, mais qui est bien plus saine que la nôtre. voilà, et une capacité de résilience et Oui, d'acceptation et qui est oui, naturelle, qui oui, est tout à innée. fait. C'est nous Donc qui on sommes coupe, malades avec ça. voilà, donc on coupe en fait, on se coupe de la nature Oui, simplement. oui. Et puis surtout de notre propre pouvoir. Et si on subit les choses, si on est pris en charge, si on laisse tout pouvoir à l'autre, tout ce qu'on va traverser, mais finalement peu importe que ce soit bon ou pas bon, on le vit beaucoup moins bien après, en fait. Ça peut vite être des blessures ou des... Ça peut être assez important, des fois des traumatismes aussi, hein. Mhm. Surtout quand on parle de naissance et de mort, qui sont quand même des moments qui peuvent paraître violents. Mhm. Alors que si on décide par nous-mêmes, on fait des choix, qu'on est accompagné plutôt que d'être pris en charge, euh, la perception qu'on en a après n'est plus du tout la même. Mhm. Oui, puis quand on est conscient qu'on est acteur, actrice de Ouais, sa c'est propre ça. vie, qu'on conduit notre bateau nous-mêmes, qu'on est Ouais. maître à bord, c'est délicieux comme sentiment Oui. en fait. C'est vraiment agréable. On Oui. est fier de soi. On dit waouh, punaise, j'ai passé la vague là. Ouais. J'ai réussi à manager cette tempête-là. Ouais. Et c'est ça qui nous fait aussi vibrer, pétiller, enfin qui nous fait Oui. vivre. Une Et femme qui enfante par elle-même, je pense qu'elle n'est plus jamais la même après. Parce que une femme qui traverse ce moment-là, Mhm. elle se sent plus presque Ind- indestructible. après, en Indestructible, fait. C'est exactement. vraiment, Ouais. et C'est une ça, on peut warrior pas- quoi. Ouais, vraiment. Vraiment. Si tu as passé ça, Ouais. t'es- Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être si on l'a traversé autrement. C'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est pas catégorique comme ça. Mais si on a eu besoin d'aide systématiquement, et puis si on a tout le temps douté de nous, et puis Mhm. qu'on est persuadé qu'on a été accouché par quelqu'un, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui tout le temps en fait. Oui, ouais. Quel pouvoir on a eu dans l'histoire. Bah ouais. Ça n'amoindrit pas du tout tout ce qu'elle a traversé, hein, en aucun cas. Oui, oui. Mais ça ne lui appartient pas complètement. Mhm, ouais. Et c'est fou, moi, le nombre de mamans que j'ai eues qui arrivaient au cours de... Comme je les voyais toutes les semaines de la grossesse, donc c'était magnifique parce qu'en plus, comme c'était un groupe, il y a toujours une dame qui partageait son expérience, ça faisait prendre conscience de certaines choses à d'autres. C'était magnifique, vraiment, j'ai adoré ça. Mais le nombre de dames qui arrivaient la premier cours, on avait toujours un petit échange à la fin. Puis, je n'étais pas trop posé de questions. Puis, je disais, bon, il y a bien quelqu'un qui va me le sortir de là. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Alors après, c'était très riche au niveau des échanges et le nombre de mamans qui ont pris conscience de, justement, il n'y a qu'une seule maman qui est capable de mettre au monde ce bébé-là. Il n'y a qu'un seul bébé qui est capable de naître de cette maman-là. C'est un duo, c'est un binôme. Ben voilà, d'être accompagné, ben oui, mais d'être pris en charge, ça perd de sa saveur, en effet. On a besoin quand même d'être un peu warrior dans ce monde parce qu'on est secoué comme de tous les côtés. J'imagine qu'avec tes idées ou ta pratique et ta manière de faire, c'est pas forcément bien compris autour de toi. Non. Enfin, peut-être dans ta tribu te soutient, te comprend, la tribu, oui. Ils suivent le mais mouvement. au-delà, tu as quand même un point de vue différent de la majorité. Oui. Et c'est ça un peu que tu aimerais faire passer à travers ton Oui. livre. Comment elle a été accueillie d'ailleurs, ce livre? Toujours avec beaucoup d'émotion parce que tout le monde trouve un bout de soi dedans. D'accord. Alors c'est clair que comme on parle des naissances, c'est un peu plus féminin quand même. Mais les hommes, ils sont intéressés de voir aussi comment on peut ressentir les choses, qu'est-ce qui semble être... En fait, en partageant la physiologie, c'est aussi des fois donner une clé de compréhension à l'autre. Ça veut dire que très souvent, on suit un chemin, il y a des choses qui nous sont imposées, mais qui ne vibrent pas juste à l'intérieur de nous. Et puis on n'arrive pas à mettre de nom dessus. Mm-hmm. Et quand on voit que finalement, c'était prévu autrement, et que, pas la norme justement, mais la nature, on va dire, a prévu ça autrement, et qu'au fond de nous, c'est ce qu'on avait senti, ça peut peut-être quittancer ça, au fait. Sans dire que non, tu as eu tort, tu as fait faux, ça n'a rien à voir, mais juste ce que tu as ressenti était juste. Et c'est ce que j'explique souvent aux femmes.
D'accord. Surtout pas ignorer ce qu'elles ont ressenti, alors que le message extérieur était complètement opposé, vraiment. Mais c'est dur parce que d'affirmer l'autonomie, d'affirmer le non-besoin d'une médecine à tout prix, et je n'ai pas dit qu'il fallait la jeter, On est mais d'accord. que c'était pas à tout prix et que c'est pas... C'est on pas n'est la vérité ou la seule voie. on n'est pas dépendant à ce point-là de la médecine, Mhm. mais forcément, c'est pas le discours qui est apprécié. Voilà. Et c'est OK d'être un peu la voix divergente, mais aussi l'idée de réveiller un peu, de se dire, mais on peut faire autrement. Et aujourd'hui, on nous propose une façon de faire, et c'est celle qui est juste, et le reste est dangereux. Et je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Parce que tout le monde ne veut pas cette unique voie. Et pour ceux qui désirent autre chose, C'est important c'est d'avoir important. Ouais. d'autres Ouais. options. Encore une fois, j'aime dire, je ne détiens vraiment pas la vérité, au fait. C'en est une parmi d'autres. Mhm. On crée chacun la sienne. Oui. Mais je n'arrive pas trop à être d'accord que l'autre vérité est plus juste que la mienne, au fait. Voilà. Mais la Oui, mienne n'est pas plus juste que voilà, l'autre. voilà, j'ai beaucoup apprécié quand tu m'as dit ça tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, c'est que toi, tu as la capacité de comprendre le point de vue de l'autre, qui est aussi, voilà, c'est une vérité qui est ce qu'elle est, c'est pas la tienne, mais tu peux la comprendre et l'accepter. C'est plus difficile pour toi qu'on n'accepte pas la tienne, en fait. Parce qu'au Au moins qu'on final, la il y a des... tolère presque. Parce qu'aujourd'hui, elle est... Elle est même pas est- tolérée. Non. Ouais, c'est ça, non, Non. c'est le décalage est Ouais. énorme. Et pourtant, il y a des parents qui cherchent vraiment Oui. à être accompagnés par des gens qui ont ta philosophie de vie, Oui. tes croyances, ta vérité. Ouais. Oui. Ok, peut-être un message de conclusion. Qu'est-ce que tu aimerais dire profiter de dire aux lecteurs et aux auditeurs de ce podcast des éditions Maya? Ouais. Que peu importe le domaine, finalement, informez-vous. Prenez des informations de différentes sources, même si elles sont considérées comme fausses, parce qu'aujourd'hui, je crois que le mot juste faux, ça n'a pas de valeur. Et basez-vous plutôt, vous, sur ce que vous ressentez, ce qui vous semble juste, Ce qui est bon pour ce vous. qui est bon pour vous sur le moment, en fait. Vraiment. Oui. Ouais. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi, Diane. Donc, merci à vous d'avoir écouté cet échange. Et puis, on vous envoie tout plein d'amour. Bon chemin.